Je vivais donc à la ferme et je participais aux travaux des champs et je vivais naturellement comme une enfant de toute culture, de tout âge, en trouvant les choses tout à fait naturelles. Mais même dans ce naturel, il y avait des petites choses qui grippaient, qui gênaient par rapport à mon expérience intime dans ma famille immédiate, parents, enfants. C'était que, par exemple, que les femmes ne s'asseyaient pas à table, qu'elles étaient toujours debout pour tous les services, puisqu'elles elles s'occupaient de la ferme comme les hommes, elles avaient les mêmes travaux dans les champs, elles s'occupaient des enfants, elles s'occupaient de la nourriture, elles s'occupaient de l'entretien ménager, elles gardaient les vaches en plus, enfin, elles n'avaient jamais de loisirs. Mais en plus, elles ne s'asseyaient pas à table. Et elles étaient là pour servir. Et on servait d'abord les hommes, et puis moi, la petite cousine aussi, bien sûr, même si j'étais mise aussi à rude épreuve, mais les femmes, donc, la mère, l'épouse, mangeaient debout, apportaient aux hommes leur nourriture, et elles mangeaient surtout, en ce qui concernait la viande, elles mangeaient ce qui restait, avec ce discours très particulier dont je me souviens encore, parce que d'une certaine manière, mes grands-mères disaient la même chose, et moi par la suite je me suis retrouvée même parfois à dire la même chose, qu'elles préféraient presque ces bas morceaux qui leur restaient, comme la tête du lapin, ou le cou du poulet, ou la carcasse. Quand tout avait été parti, elle prenait la carcasse et elle rangeait la carcasse. Et c'était considéré comme allant de soi. Personne ne trouvait ça bizarre ou gênant. Et ça a été, je crois, ainsi que la découverte de certaines images, je dis bien des images, des, des images du 19e siècle qui étaient, qui étaient au mur dans l'escalier, et qui représentait les âges de la vie. J'ai très tôt donc été sensible au fait que les femmes n'étaient pas traitées exactement comme l'étaient les hommes, et qu'elles étaient traitées comme des servantes et comme des enfants et comme des n'ayant pas leur mot à dire. Voilà, c'était cela qui m'impressionnait le plus. Il est évident que je m'excluais de ce devenir, que je ne pensais pas une seconde que je pourrais me retrouver dans cette situation. Parce qu'aucun enfant ne pense cela. La petite fille qui joue à la poupée, elle joue. Elle ne pense pas que ça peut devenir une tâche à part entière. Donc, je jouais certainement aussi quand je pouvais à la poupée. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je ne pouvais pas imaginer une seconde que ça pourrait être mon devenir. Et je pense que c'est toujours vrai, et que la grande surprise des jeunes filles qu'on marie trop tôt, ou qui se trouvent embarquées dans la vie avec des rêves de princesse, est très vite douchée parce qu'elles n'ont jamais pensé que ça pouvait leur arriver. Ma mère a dit, oh ben, je ferai comme ton père, parce que la politique, moi, je n'y connais rien. C'est ça. Donc j'ai entendu le même type de discours. Mais c'est le fait, ce qui me frappait le plus, c'est le fait que cette façon de voir correspond parfaitement à ce que j'appelle la valence différentielle des sexes et la manière dont elle s'est mise au point, aux aubes de l'humanité, et qui prive les femmes, qui les traite en cadettes et qui les traite en objets seconds, dans la mesure où elles n'ont pas accès à la liberté d'usage de leur propre corps. C'était cela, et c'est toujours cela dans la majeure partie de l'humanité, où les femmes sont données en mariage, elles ne choisissent pas leur conjoint. Bon. Elles n'ont pas accès au libre choix, et puis surtout, elles n'ont pas. Et pour pouvoir demeurer dans cet état, il faut les dénuer d'esprit critique. Et comment peut-on le mieux dénuer d'esprit critique d'une part en supprimant l'accès à l'éducation, ce qui est le cas dans la majeure partie des pays, c'est très récent l'éducation des filles, et puis d'une part en pénétrant les femmes de l'idée qu'elles sont intellectuellement inférieures et incapables elles-mêmes d'avoir une opinion propre et juste d'une situation. Et donc les femmes, puisqu'elles sont données en mariage et qu'elles n'ont pas accès au savoir, qu'elles n'ont pas donc accès au pouvoir, eh bien elles jouent le jeu, elles s'abritent sous la tutelle de celui qui est le principe dominant, c'est-à-dire l'homme. Alors c'est le père, c'est le mari, ça peut être le frère, et dans certains cas, ça peut être le fils. Mais c'est toujours l'homme qui est le dominant. Et alors si cette idée-là, cette image-là a au moins disparu dans les pays occidentaux, c'est une très bonne chose. C'est une bonne voie vers l'égalité, vers la liberté et vers l'égalité. Parce qu'il n'y a pas d'égalité s'il n'y a pas de liberté.
Le premier, c'est l'action, c'est la prise de conscience et l'action. Il n'y a jamais de changement s'il n'y a pas de volonté d'action. Donc c'est l'action des femmes elles-mêmes qui compte. Et dans tous ces pays, je rappelle qu'en Angleterre, c'est depuis la fin du XIXe siècle tout de même qu'il y a les mouvements des suffragettes pour obtenir l'égalité des droits de vote notamment. C'est donc l'éducation pour faire changer et faire changer ce regard méprisant sur les capacités politiques notamment, et les capacités d'usage de la parole des femmes. Ça, c'est, je crois, oui, c'est un élément essentiel. Mais pour moi, je dis bien pour moi encore que dans cette analyse, beaucoup d'autres sont d'accord, le grand pas qui a été franchi dans le siècle dernier, c'est le droit à la contraception. Le droit à la contraception est pour moi le pas majeur qui a été accompli, parce que les femmes, d'une certaine manière, pourquoi les femmes ont-elles été dès les origines tenues pour être au service masculin? C'est pour une raison très simple, c'est parce que les hommes ne peuvent pas faire de fils. Et donc, ils ont besoin d'avoir une épouse pour avoir des fils. Parce que si les hommes faisaient des fils et que les femmes des filles, on ne vivrait pas comme nous vivons, croyez-moi. Bon. Donc, c'est pour cette raison. Et donc, à ce moment-là, le droit à la contraception, elles n'avaient pas le droit à la contraception, les femmes. Elles étaient là pour faire des enfants. Pour faire des enfants. Et donc, à partir du moment où vous êtes là pour faire des enfants, donner le droit à la contraception, c'est faire monter aux femmes la première marche vers la liberté. La toute première marche qu'il fallait franchir, c'est celle-là. Et elle a été franchie et elle est réclamée dans tous les pays parce que c'est une plaisanterie, pour ne pas dire autre chose, que de prétendre que dans des pays africains, par exemple, les femmes ne sont ravies que lorsqu'elles ont 10 enfants. C'est pas vrai du tout. Ayant vécu là-bas suffisamment longtemps comme ethnologue auprès de populations particulières, je peux vous dire qu'une femme ne tient pas à avoir 10 enfants. Elle serait tout à fait satisfaite d'en avoir beaucoup moins. Mais pourquoi y a-t-il tellement d'enfants? C'est parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale. S'il n'y a rien pour permettre aux parents d'avoir une garantie, d'avoir quelqu'un qui s'occupe de leur vieux jour, ils font beaucoup d'enfants. Et donc la contraception ruine un espoir d'avoir une vieillesse sereine. Et c'est la raison pour laquelle on continue de faire des enfants. L'élément essentiel pour une anthropologue que je suis, c'est de voir avec quelle constance les femmes étaient privées du droit de choisir leur conjoint. C'est ça les éléments essentiels. Et chez nous, c'est très récent. On a l'impression, parce que ça a plus d'un siècle, que ça fait une éternité. Mais au XIXe siècle, les femmes, et même, je suis sûre même encore beaucoup plus longtemps, les femmes ne choisissaient pas, surtout à la campagne, leur conjoint. C'était le père, la famille qui choisissait, en fonction des intérêts familiaux, notamment des intérêts de terre, quand nous étions une société paysanne. Donc l'échange des femmes, c'est ce qu'on appelle comme cela en anthropologie, c'est une constante dans toutes les sociétés. Parce que les femmes sont un bien précieux, encore une fois, à la fois une main-d'œuvre, et puis ce sont elles qui font les enfants. Bon. Donc l'échange des femmes est ce point où on se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un commerce, évidemment, même s'il y a généralement des contre-prestations en biens, mais que les femmes, c'est un bien précieux, encore une fois, qui n'a pas sa parole, son mot à dire au moment de choisir celui qui partagera leur vie tout entière et avec qui elles feront leurs enfants. Et donc ce point-là est le point essentiel de l'interrogation anthropologique. Mais encore une fois, comment le modifier? Même maintenant où on a l'impression que chacun choisit, on sait très bien en fait que personne ne choisit absolument de façon rigoureuse, sauf naturellement s'il s'agit de mariages qui ne sont pas faits pour durer. Mais quand on choisit de se marier dans un mariage qui va durer véritablement longtemps, eh bien, ce n'est pas nécessairement le coup de foudre du moment. Dans toutes les sociétés traditionnelles, le mariage est fait pour durer. Et donc, il n'est pas fait selon les goûts des personnes. Donc, c'était ça l'élément essentiel qui m'a frappée, de même que m'a frappé alors là, c'est un élément plus anecdotique. Là, je vous parle d'un grand mouvement de fond. Mais l'élément qui va beaucoup plus loin d'ailleurs que le don de la personne, puisque dans certaines sociétés, les femmes n'ont même pas accès aux soins si leur mari n'est pas d'accord.
Au début, quand il y a eu l'épidémie de sida, on s'étonnait dans les journaux qu'on ne voyait que des hommes à l'hôpital. Et on disait peut-être que c'est une maladie qui ne touche que les hommes. Pas du tout. Elle touchait les femmes aussi, mais les femmes n'avaient pas le droit d'aller à l'hôpital parce que ça coûtait cher. Donc c'était pour vous dire, ça va très très loin, y compris sur le plan de la santé. Alors l'autre petit phénomène, qui lui est plus anecdotique encore une fois, c'est l'observation que au moment de l'allaitement, quand les bébés crient, qu'elles pleurent dans le dos de la mère qui les porte dans un pagne, je les voyais tantôt s'arrêter pour donner le sein et tantôt continuer leurs activités. J'ai pensé que ça tenait à leur humeur du moment, aux mères. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'était quand les petits garçons pleuraient qu'on leur donnait à boire, et quand on faisait attendre, c'était les petites filles. Et quand j'ai demandé aux femmes pour quelles raisons elles pratiquaient cette discrimination presque naturellement, tout à fait naturellement, elles m'ont répondu, un garçon, ça a le cœur rouge, ce qui veut dire furieux, en colère aisément, etc. Et ça risquerait de lui porter préjudice si on lui refusait quelque chose. Il faut lui donner satisfaction tout de suite, autrement il sera emporté. Bon. Alors que les filles, toute leur vie, elles n'auront jamais ce qu'elles souhaitent, et il faut le leur apprendre de très bonne heure. Que pour avoir ce qu'elles souhaitent, il faut de la patience. Et donc, elles sentent que cette discrimination au moment du premier élevage, qui fait qu'on fait des hommes pour qui l'impatience est le signal majeur de la volonté, et qui signale que quand ils ont besoin de quelque chose, ils doivent l'avoir tout de suite, et on va toute sa vie, les femmes vont s'escrimer à leur donner tout de suite ce qu'ils demandent, et des femmes à qui on apprend dès le sein qu'il faut attendre pour avoir le droit à avoir quelque chose qui leur est fondamental pour leur vie, à savoir l'allaitement, la tétée, et qu'il faut qu'elles le réclament, qu'elles attendent. Ben, je trouve que ça veut dire l'essentiel, à savoir à quel point ce modèle de la valence différentielle du sexe et de la supériorité en force et en exigence de l'homme est tellement inculqué que les femmes le font leur. Il ne faut pas croire que dans ces sociétés-là, les femmes vivent nécessairement dans une misère mentale absolue, en se disant ce n'est pas possible, nous sommes absolument maltraités. Non, elles le vivent comme naturel, tant qu'elles n'ont pas pris conscience que ce n'est pas naturel et qu'il faut lutter. Et à ce moment-là, quand elles luttent véritablement très très fortement dans ces sociétés. Je suis frappée de voir à quel point l'énergie que donnent des femmes birmanes, afghanes, ou dans des sociétés extrêmement dures, extrêmement machistes, et elles arrivent quand même à faire entendre un peu leur voix. C'est admirable. Il m'est arrivé notamment de rencontrer des femmes âgées, je parle de la brousse, des femmes âgées et qui avaient acquis, à cause de leur âge, une certaine liberté de parole. Ce qui ne voulait pas dire une liberté de décision. Elles ne participaient pas au conseil des villages, au conseil des anciens, elles n'avaient pas normalement leur mot à dire, mais il n'empêche, dans le discours avec moi, elles avaient une liberté de ton, et notamment une liberté, disons, sur des sujets sexuels que n'auraient pas eu les plus jeunes. Bon, pour exprimer, par exemple, je me souviens de l'une d'entre elles qui portait les plus beaux tatouages, les plus belles scarifications sur le dos et les bras et le visage du pays Samo. C'est extrêmement pénible, très peu en ont d'aussi belles. Elle avait tout le dos couvert, les bras, etc. Et je l'en félicitais et je lui demandais, on parlait de la douleur, etc. Et elle me disait, mais quand j'étais jeune, ce que je voulais, c'était séduire. En gros, en fait, séduire, on ne sait pas trop qui, puisque elle devait être mariée à un mari choisi par... Elle voulait séduire ce mari, ne serait-ce que ça, ou séduire surtout son amant de cœur, puisqu'elle avait droit à un amant de cœur. Bon. Et donc, et elle disait que c'était rien de plus agréable pour un homme que de sentir se velouter sous la peau. Ben, c'est quand même extraordinaire d'avoir des femmes qui sont capables de vous parler entre femmes. Il n'y avait pas d'hommes intermédiaires comme ça. Alors que par ailleurs, j'en ai rencontré d'autres plus récemment, mais plus récemment maintenant, qui en ville militent et organisent des associations féminines, d'abord pour le commerce, et puis d'autres ensuite pour la revendication de droits, et qui luttent exactement comme en France. Et quand c'est une femme qui parle dans une assemblée de pairs, on écoute ce qu'elle dit, mais on ne l'entend pas. C'est-à-dire, on a l'impression que vous dites quelque chose d'inutile, d'aberrant, qui tombe au fond d'un puits.
Alors il y avait notamment une des juges américaines de la Cour suprême qui a fait ça, qui a dit ça dans une interview en disant il m'arrivait, quand on débattait d'un sujet difficile, de prendre la parole et d'envisager une solution. On m'écoutait poliment et la conversation repartait comme si je n'avais pas fait, j'avais rien dit. Alors j'en concluais que j'avais dit une bêtise, disait-elle. Et puis quelque temps après, un homme reprenait mon idée. Et à ce moment-là, tous les autres disaient ah ben oui, comment ça se fait qu'on n'y avait pas pensé? Ça pourrait. Voilà la solution. Et on se mettait à discuter et tout le monde avait oublié que c'était moi qui l'avais dit la première. Bon. Ben, pour tout vous dire, j'ai eu ce sentiment maintes et maintes fois dans ma vie, d'avoir l'impression que ce que je disais n'était pas entendu. N'était pas entendu. Écoutez simplement. Et que quand une femme prend la parole, eh bien, c'est comme un silence. C'est une corvée, il faut attendre que ça soit passé, puis après on reprend entre hommes le discours. Alors ça, je l'ai maintes fois vérifié, cette espèce de plombage de la parole féminine. Sans compter une forme de condescendance. Une forme de condescendance parfois très appuyée. Ah ben oui, on va entendre ce que Madame Attel a à dire sur la question, l'air de dire, ben ouais, ça nous fait une petite récréation. Une petite récréation. Et puis, et sans compter aussi, naturellement, cette idée latente que les femmes sont quand même là davantage, sinon pour le décor, du moins pour rendre des services, et autant que possible, des services subalternes. Et donc, j'ai gardé le souvenir, mais très très vif, parce que j'avais ce jour-là bien réagi, je pense, d'une réunion où nous étions tous entre hommes, si je puis dire, puisque j'étais la seule femme. Et j'ai été la seule femme pendant des années au Collège de France. Bon. Donc je me prenais pour un homme aussi, j'étais au milieu des hommes. Et donc une réunion de travail où nous étions en train de... On commençait un système de réflexion sur des sujets qui nous étaient communs à tous les professeurs de sciences humaines. On pouvait en parler tous. Et c'était des journées que l'on faisait entre nous qui étaient extrêmement, d'ailleurs, intéressantes parce qu'on était des grands spécialistes, si vous voulez, sur certains thèmes comme le sang, le pouvoir, l'administration, etc. Et donc, cette année-là, on passait 3 jours à discuter sur le sang. Et c'était la première année où on faisait la chose. Et à la fin de la première matinée, celui qui organisait la chose, un historien connu, dit c'est quand même dommage que nous qui sommes, disons, le gratin, etc., que ça soit perdu, que ça soit uniquement pour nous. Il faudrait le garder. C'était dans les années 84-85, et nous n'avons pas de système d'enregistrement. Il faudrait que quelqu'un prenne des notes. Et à ce moment-là, il se tourne très naturellement vers moi et il me dit « Françoise, vous pourriez prendre des notes ». Ce à quoi j'ai répondu que je n'étais pas programmée génétiquement pour les prendre mieux que lui. Et c'est vrai. Je ne suis pas programmée génétiquement pour les prendre mieux que lui. Alors, la bonne solution aurait été que tout le monde rit et qu'on décide que chacun prendrait des notes un après-midi à son tour, ou qu'on désignerait un volontaire, si je puis dire, pour chaque demi-journée. Puis en fait, ils ont eu honte. Et comme je n'ai pas voulu prendre de notes, j'en ai pris pour moi. Mais je n'ai pas voulu prendre de notes collectives. Il n'y a pas eu de notes collectives. Et je trouve que c'est un exemple très, très juste, parce que ça montre comment même des grands savants sont impliqués dans cette idée de valence différentielle des sexes et considèrent que même si elle est à leur niveau, avec le même statut, le même titre, les mêmes diplômes, enfin les mêmes capacités, c'est quand même la femme qui doit faire le service du café. Tant qu'il y aura des femmes pour accepter de faire le service du café, même à leur patron, parce qu'il n'y a pas de raison que le patron se fasse servir le café par sa secrétaire ou lui fasse aller acheter son journal. Il n'y a aucune raison pour ça, vous comprenez? Tant qu'il y aura cela, il n'y aura pas d'égalité. Mais ce qui a changé, ce sont des choses importantes sur le papier. Mais ce qu'il faut qu'il change, c'est la mentalité. Tant que n'aura pas changé... disons que tant qu'on parlera d'une femme politique, on continuera à dire qu'elle porte des tenues roses, des tailleurs cintrés, des chaussures à aiguilles, etc., qu'on parlera de son physique, ou qu'on se demandera comment elle fait pour concilier sa vie politique et sa vie familiale, alors qu'on ne fait jamais la même question pour les hommes. Bon, on regarde comment est habillé le président, généralement, pour trouver qu'il est mal fringué. Mais enfin, c'est très très rare qu'on s'occupe des chaussettes roses de tel ou tel parlementaire. Non, tant qu'on s'occupera, tant
tant que les journalistes et les gens continueront à trouver que ce qui est important, c'est la dégaine et non pas ce qu'il y a dans la tête, on n'aura pas la liberté ni l'égalité. Le problème n'est pas celui de devoir se calfeutrer sous des habits masculins, d'ailleurs, ou sous d'autres habits. D'ailleurs, la plupart des femmes qui s'y sont risquées à une certaine époque, vous vous souvenez, ce qu'on appelait les executive women, qui étaient toujours avec des tailleurs bleu marine ou noirs, etc., et des chaussures plates, ça ne se fait plus. Bon, les femmes assument leur féminité, parce que pour moi, il ne s'agit pas de cesser d'être coquette. Et d'ailleurs, je trouve très bien que les hommes soient coquets également. Non, ce que je veux dire, c'est le regard qu'on porte sur elle. C'est le regard, c'est-à-dire être jugé sur son apparence physique et non pas sur ses capacités. C'est ça qui est dommage, aussi bien en politique que dans toutes les fonctions que l'on exerce. Et ça continue d'être le cas, d'être jugé sur des qualités qui sont sur des qualités adventices, et de même que tant qu'il n'y aura pas un véritable partage des tâches tel que la nature le fait d'ailleurs, parce qu'on dit généralement que c'est les femmes qui sont faites naturellement pour exercer ce genre de tâches. Mais les hommes sont tout à fait capables de les faire aussi. Les femmes sont capables de faire, je dirais, pratiquement toutes les tâches que les hommes sont capables de faire, et réciproquement. On nous dit, mais non, les hommes sont de grosses mains maladroites, ils ne sauraient pas faire de la dentelle. Et qu'est-ce que vous en savez? Bien sûr que si. Et je vois des femmes dans des sociétés différentes qui font des tâches excessivement difficiles. Les pêcheuses en apnée au Japon ou aux phoques dans les mers glacées d'Amérique du Sud, vous savez, c'est pas une tâche drôle, et ce sont les femmes qui s'y livrent. Non, non, il ne faut pas croire qu'il y a une différence naturelle dans les capacités, et tant qu'il n'y aura pas cette prise en conscience que nous pouvons faire exactement les mêmes choses et qu'on peut donc se partager les tâches, et notamment les tâches domestiques, là aussi il n'y aura pas véritablement de liberté. On a fait des progrès gigantesques. Malheureusement, je crains que les jeunes filles, notamment les très jeunes, se prennent au miroir aux alouettes et s'imaginent, parce que les réformes ont eu lieu, que tout est acquis, ce qui n'est pas le cas. Donc on a fait des pas gigantesques, parfois sur le papier, pas totalement en réalité, et il faudrait les concrétiser. Non, les femmes ne sont encore pas, dans notre pays, exactement libres, comme les hommes. Demander à une femme de rentrer de nuit à 2 heures du matin dans un parking, en arrêtant sa voiture dans un parking dans un quartier de mauvaise réputation et avec ensuite du chemin à parcourir dans la nuit. Elle n'appréciera pas beaucoup. Beaucoup de femmes ont toujours peur. La rue, comme on dit, maintenant c'est devenu un leitmotiv. Il faut que les femmes se réapproprient la rue. Mais rien que ça. Vous imaginez l'idée que vous ne pouvez pas vous trouver à votre aise dans un espace public, totalement à votre aise dans un espace public. Bon, c'est toujours le cas encore aujourd'hui pour les femmes. Alors il y a encore des domaines naturellement où l'égalité n'est pas absolue. L'égalité dans les promotions dans l'usine, dans les entreprises industrielles, les entreprises administratives, dans la fonction publique, partout, c'est très très rarement des femmes. Enfin, la proportion féminine dans ces postes-là est extrêmement, extrêmement faible. Alors qu'est-ce qui reste à changer? C'est la volonté politique, d'abord, hein. Il faut véritablement qu'on se rende compte que c'est du fondamental tout autant que le problème écologique, enfin, les problèmes de la relation homme-femme, c'est ce sur quoi sont basées nos sociétés, et si on ne le change pas, ça sera l'énorme échec de l'humanité. L'énorme échec de l'humanité. Mais ce qui manque donc maintenant le plus, à mon avis, c'est ce problème de regard. Tant qu'il y aura un regard méprisant, un regard condescendant, un regard de mépris à l'égard des femmes, c'est encore le cas la plupart du temps, oh ben oui, c'est une femme qui conduit, oh ben oui, c'est une tête de linotte de femme qui a fait ça, enfin, etc. Tant qu'il y aura ce regard-là, les choses ne bougeront pas beaucoup. Donc il faut commencer dès la toute petite enfance. Donc, je suis plutôt optimiste de nature. Et je suis optimiste, en effet, devant l'évolution qui est en train de se produire. Parce que ça fait quand même maintenant plus d'un siècle qu'elle est commencée. Et comment vous dire, le système sous lequel nous vivons, avec cette valence différentielle des sexes que l'on appelle généralement la domination masculine, bon, qui a été, disons, fondée dans la haute préhistoire.
hein, du temps de Néandertal et les débuts de Sapiens, mais peut-être même Néandertal connaissait déjà ce système-là. Mais il le connaissait sur des petits groupes de personnes. Ensuite, ça a été répercuté de génération en génération, en même temps que nous montions en démographie. Nous sommes 7 millions qui partageons le même modèle, le même socle dans tous les pays du monde. Mais ça a été créé par l'esprit. Par l'esprit, à partir d'un certain nombre de constats que les hommes faisaient, les humains faisaient à cette espèce, et donc ils n'avaient pas les moyens scientifiques de résoudre. Et ce qui a été créé par l'esprit peut être détruit par l'esprit. Et dans le cas précis, il doit être détruit par l'esprit, être remplacé par quelque chose d'autre, qui n'est pas un renversement avec une domination féminine, mais un nouveau mode d'existence à égalité. Donc ça peut se construire. Donc je suis optimiste là-dessus, et je pense qu'on a bien commencé. Il y aura certainement, je ne sais pas comment on le dit en français, des coups de fouet en retour. Des coups de fouet en retour, c'est-à-dire on le voit très très bien dans un certain nombre de pays où ils ont pris conscience, les dominants ont pris conscience que c'était ça le fond du problème et qu'il faut maintenir, où le problème féminin est celui qui cristallise tout. Et ils savent bien qu'il ne faut pas laisser aux femmes laisser les femmes s'émanciper, parce qu'à ce moment-là, c'est leur pouvoir qui s'effondre. Bon, donc on voit bien qu'il y aura des coups de fouet en retour. Mais le chemin est pris, vous comprenez, et c'est difficile de faire reculer des grands troupeaux. C'est pour cela que je milite profondément pour que toutes les femmes aient conscience et continuent de lutter à leur manière et à leur place pour continuer cette avancée. Mais ça, j'y crois, oui. Quel que soit l'endroit où vous êtes, vous devez continuer toujours une forme de militance, même dans votre rapport avec votre conjoint, même dans votre rapport avec vos enfants. Et beaucoup de jeunes femmes, nouvellement mariées, nouvellement mères de famille, m'entendant raconter des histoires comme celle des femmes des hommes à qui on donnait plus de viande en Auvergne ou du bébé masculin qu'on nourrit plus et plus vite que les bébés féminins, me disent « Oh, vous savez, tout d'un coup, vous allez prendre conscience de quelque chose, j'en ai presque honte. Je m'aperçois moi-même que je donne plus de jambon et plus de viande à mon fils qu'à ma fille. » Parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait davantage de protéines pour les garçons que pour les hommes que pour les femmes. C'est faux, on a autant besoin de protéines, bien sûr. Mais tous ces discours convenus sont des discours apprêtés, si vous voulez, des stéréotypes, mais qui sont repris. Eh bien, il faut militer là-dessus sans arrêt, et militer sur soi-même, sans arrêt. Et donc, il faut qu'elles prennent conscience très vite que sinon elles vont tomber dans le piège où leur mère ou leur grand-mère sont également tombées. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes pris dans un système qui exploite une certaine idée de l'homme et de la femme. La femme au service de l'homme et l'homme au service, théoriquement, d'une grande idée. Alors, une grande idée ou simplement de la famille. Et qu'on attend de vous, sans arrêt, que vous jouiez des mécaniques, en quelque sorte. Hein, c'est vrai. Que vous vous montriez le plus fort, le plus adroit, le plus véhément, le plus dynamique, le plus approprié pour résoudre des conflits, enfin, etc. Et donc, et qu'il peut y avoir beaucoup d'hommes, et de toute façon dans chacun, des moments où on aimerait pouvoir être tranquillement avec ses enfants, à jouer ou à se promener avec les enfants en famille, ou à s'occuper de choses beaucoup plus agréables que de faire de la comptabilité ou autre joyeuseté dans la vie. Et donc, essayer de leur faire comprendre qu'ils ont tout à gagner à récupérer une part familiale et à récupérer aussi une part dionysiaque, le plaisir, le plaisir, et surtout de se rendre compte qu'on a tout à gagner également à garder avec sa partenaire, puisque là je parle à des jeunes hommes, à garder avec ses partenaires les yeux de la découverte. Et ça va paraître surprenant, mais pour garder sur la découverte, sur sa partenaire les yeux de la découverte, il faut savoir l'écouter. Et donc garder le discours ouvert avec sa partenaire, continuer à toujours pouvoir échanger, c'est fondamental. Mais ça demande du temps. Et la plupart du temps, quand un homme rentre le soir et qu'il dit « je suis fatigué », c'est pour se mettre les pieds sous la table et aller se coucher. Donc vous voyez, il faut leur apprendre à savoir distinguer ce qui est dans leur avantage à venir, et pas seulement dans leur avantage tout de suite. La plus grande conquête sur moi-même.
Je crois que ça a été d'accepter la solitude et de me rendre compte que, compte tenu des circonstances et de l'époque où j'étais née, c'était encore peut-être ce qui pouvait m'arriver de mieux.